Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode très spécial avec Grégoire Gibaud, le kiné 2.0, que vous connaissez peut-être déjà comme Major Movement. Dans cet échange, on parle de comment vaincre la sédentarité du travail et celle du télétravail. Grégoire aborde pourquoi il crée du contenu et a également écrit un livre sur la question. Et comment les kinésithérapeutes peuvent être eux aussi de vrais acteurs de la prévention. Il me donne même des conseils pour reprendre une activité physique qui pourrait peut-être vous servir également. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'accueille d'autres invités comme Grégoire qui cassent les codes et qui sont toujours en lien avec la prévention. Bon épisode. Bonjour Grégoire Gibaud, bonjour et merci d'être présent, d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Vous êtes le fondateur de Major Movement. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par vous présenter ? Bien sûr, Alexandre. Donc, je suis kinésithérapeute libéral depuis 10 ans. Je me suis spécialisé en thérapie manuelle. Je suis devenu enseignant en thérapie manuelle 3 ans plus tard. Et il y a 3 ans, je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour créer Major Mouvement, qui est un personnage qui me ressemble de plus en plus, mais à la base, c'était un personnage de kiné qui donnait des conseils sport, santé sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, LinkedIn, YouTube. Et ça a plutôt bien marché parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 600 000 personnes qui me suivent. C'est un livre qui a fait plus de 150 000 ventes en 4 mois et une vraie passion pour tout l'outil digital qui s'est créé pour moi entre-temps. Ouais, alors justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent déjà et qui connaissent. En fait, je pense qu'il y a le côté. Je vois à peu près ce que fait un kiné et je vois à peu près ce que vous faites vous. Et du coup, il y a comment dire. La question, c'est de savoir, de connaître un peu plus amplement vos activités à destination des professionnels. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai 5 métiers. Même 6, ça y est, je peux vous parler enfin du 6e. Mon premier métier, c'est d'être kinésithérapeute. Depuis maintenant le mois de janvier, je le pratique plus que 2 jours par semaine. Et je vais dire plus que, pourquoi à la fin. 2 jours par semaine, les mardis et jeudis, je suis au cabinet. Ensuite de ça, je suis conférencier, ce que je fais énormément en ce moment. Je fais quasiment 3 à 4 conférences par semaine, des téléconférences sur le bien-être au travail et dans des gros groupes où en ce moment, le moral des équipes est un peu compliqué. Le télétravail commence à vraiment marquer les collaborateurs, aussi bien sur le point de vue physique, émotionnel, social. Et donc, je vais directement, enfin pas directement, mais en téléconférence, rencontrer les collaborateurs, échanger avec eux. Je fais des conférences sur le bien-être, sur la motivation, sur comment bouger dans les entreprises. Et ça marche très, très bien. Je m'éclate à faire ça. Donc ça, c'est mes 2 métiers principaux. Ensuite, je vais être créateur de contenu. Donc, ça va être filmer, écrire mes vidéos, aller à la recherche, monter, faire mes vidéos et faire vivre tout ça. Ça prend quand même pas mal de temps. Ensuite, je suis prof en thérapie manuelle et j'ai aussi créé et écrit ma propre formation sans exo pour vos patients. Donc, je donne entre 4 jours et 7 jours de cours par semaine. Souvent, ça va être le week-end. Et donc, ça, c'est à destination des professionnels de santé déjà diplômés. Mon 5e métier, c'est d'être écrivain. Donc là, j'ai fini mon premier livre. J'ai fini aussi la phase de promo autour de mon premier livre. Donc pour l'instant, je respire un petit peu, mais j'ai forcément vu le succès du livre, peut-être un 2e en tête. Et mon 6e métier, c'est officiel depuis ce week-end. Je vais être chroniqueur à la télé sur France 2 dans une nouvelle émission qui va s'appeler. Je vais être chroniqueur dans une nouvelle émission qui va s'appeler Antidote auprès de Michel Simès, Fabien Olicard, de Cécile Djonga. Et ça va être vraiment cool parce que ce sera donc tous les vendredis à 17h30 sur France 2. D'accord. Félicitations déjà. Alors, je vois le problème de ou mon micro, ça, je me le note. Donc, félicitations pour déjà pour toutes vos activités et du coup pour votre nouvelle activité.
Et c'est vrai que déjà, moi, je m'interroge toujours de voir comment ça fait pour rentrer dans une semaine, vu que vous avez pris cette échelle de temps, et comment vous arrivez à organiser tout ça. Et ce qui m'intéressait, enfin, vous en avez parlé, mais c'est vrai qu'on va beaucoup en parler pendant cet épisode, j'espère, c'est sur le télétravail, la sédentarité, et comment un peu, justement, dans ces temps qui sont particulièrement compliqués, comment est-ce qu'on peut briser un peu tout ça et essayer de voilà, d'apporter plus de mouvement, j'ai envie de dire, Bien sûr. dans nos vies. Et je trouve ça très intéressant. Et moi, je me demandais, parce que euh, c'est particulier d'être kiné, et souvent, ça vient soit d'une blessure qu'on a vécue plus jeune, ou soit d'autres choses. Je me demandais quel était tout simplement votre cheminement pour y arriver. Moi, mon cheminement, il est ultra classique. Depuis que j'ai 15 ans, je sais que je veux aider les gens. Donc, je me suis lancé Mhm. dans ma tête. Je voulais faire des études de médecine, mais je n'étais pas un très bon élève. Et j'hésitais beaucoup avec le travail de réalisateur parce que j'aimais raconter des histoires. Je voulais pas être acteur, je voulais être réalisateur. Et D'accord. ma mère m'a convaincu de plutôt faire des études de médecine en pensant que j'aurais plutôt la possibilité d'obtenir un travail. Et je la remercie. Et moi, dans ma tête, ce que je voulais faire, c'était chirurgie esthétique. Alors, pas chirurgie esthétique pour faire des nez et des seins. Je voulais faire spécifiquement de la chirurgie réparatrice après les accidents, notamment Oui. les grands brûlés. Mhm. Et donc, à l'issue de ma première année de médecine, j'ai pas eu médecine, mais j'ai eu kiné. Et c'est probablement le plus bel échec de ma vie parce que je me rends compte aujourd'hui que entre mes 20 et mes 27 ans, j'aurais jamais eu la capacité de travail pour devenir chirurgien. J'étais relativement feignant, j'étais mal organisé et je dirais que j'ai appris à travailler, j'ai appris à être efficace dans le travail, très honnêtement, avec l'essor de Major Mouvement, donc vers 30 ans. C'est-à-dire que D'accord. ça répond un peu à la première question que vous m'avez posée, comment je fais pour caser tout ça dans une semaine? Et ben en fait, j'ai appris à faire énormément de sacrifices, aussi bien euh, accepter de ne pas être parfait, accepter de faire des choses faites plutôt que des choses parfaites, accepter d'arrêter de culpabiliser et juste passer à l'action et passer à l'action et passer à l'action. Mhm. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de devenir multitâche en fait. C'est d'accepter en fait que même un job fait à 50%, s'il est fait avec une putain de passion, on peut avoir des trucs. Ah ouais, après on modèle, on ajuste, on réadapte, on réoriente. Ça demande beaucoup, je pense, d'humilité quand on se plante une fois, deux fois, trois fois, de recommencer et de dire, OK, est-ce que là c'est mieux par rapport aux clients, par rapport aux abonnés, par rapport aux lecteurs, de réajuster en permanence. Mhm. Et, Et, et voilà. et du coup, vous avez dit quelque chose qui résonne beaucoup en moi, c'est la capacité de travail. En fait, je pense que c'est, et vous l'avez dit avec Major Mouvement, je pense que c'est beaucoup ce qui nous motive qui va développer tout ça. Parce que peut-être qu'à 20 ans, vous n'aviez pas encore justement trouvé ce qui vous motivait complètement, et peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné comme vous souhaitiez. Mais quand vous avez trouvé ce que vous voulez, ben, c'est là où vous êtes en capacité justement de déployer les efforts qu'il faut. Et le plus dur finalement, c'est de trouver ce qui nous motive, j'ai l'impression, pour Ah, après. Alexandre, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le plus dur, c'est de trouver ce qui nous motive, oui, Hmm. mais le plus dur, c'est d'entretenir cette motivation. Ah, Et en fait, c'est d'entretenir la motivation quand on voit que, admettons, on a trouvé, je veux être footballeur. ouais. Cool, bien joué. En fait, le plus dur, c'est de s'entraîner. Mhm. Et de s'entraîner, y compris quand il fait froid, y compris quand on n'est pas bon, y compris quand on a fait un match de merde, y compris quand on se fait engueuler par son entraîneur. C'est là où ça devient vraiment dur. Et c'est pour ça que je dis que je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Alexandre. C'est Mhm. que je pense que le piège, ce serait déjà de dépenser toute son énergie à trouver ce qu'on aime et sans jamais le confronter au réel. Moi, je vais être très franc avec vous. Je m'étais donné 1 an pour Major Mouvement. Je m'étais dit, D'accord. OK, moi, ce que je veux, c'est faire des conférences en entreprise parce que j'ai fait un calcul rapide, hein, mathématique. C'est qu'aujourd'hui, même en travaillant autant que je veux au cabinet, je ne pourrais traiter que 30 personnes à la journée. Et là, ça fait des grosses journées. Je prends un patient par demi-heure. Vous faites le calcul, ça fait quand même des grosses journées. Et je me suis dit, 30 personnes, on est beaucoup trop nombreux, il n'y a pas assez de kinés, trop de demandes de soins. C'est pas possible, je peux pas me dupliquer. Donc, si je peux pas me dupliquer, il faut que je trouve une nouvelle formule, une autre formule pour pouvoir m'adresser à plus de gens. Et en fait, c'est en faisant ce calcul-là où je me suis dit, en fait, si déjà j'arrive à faire de l'information médicale pour pouvoir donner un maximum d'informations qui soient validées. Et là, encore une fois, c'est parce que je suis enseignant et du coup, j'ai du contenu qui est validé par d'autres confrères. Mhm. Je ne peux être qu'une voix
qui va faciliter le travail. Et demain, quand tous ces gens-là auront déjà entendu une première lame de Major Mouvement, quand ils vont aller voir un kiné, bah, tout le travail de connaissance, il sera déjà fait et on pourra passer directement à l'action. Donc finalement, le pourquoi je l'avais, ce qui a été dur, ça a été de faire rentrer ce qui était au départ une demi-heure de travail par jour, ce qui aujourd'hui est quasiment 8 heures de travail quotidien, hein, dans mon emploi du temps. Et ça, heureusement que j'ai rencontré les bonnes personnes en chemin. Heureusement que j'ai trouvé de l'écho dans les personnes à qui je m'adressais pour me rendre compte, OK, entre ma conviction et ce que je veux faire et la réalité au quotidien et de ma motivation, et surtout le résultat in fine, que ce que je voulais, c'était que les gens apprennent à mieux comprendre leur corps. Je pense que pour l'instant, au bout de 3 ans, j'ai trouvé un compromis dans lequel j'arrive à faire ce que je veux et surtout, j'arrive à prendre du plaisir à faire ce que je veux. J'arrive à le faire rentrer dans mes semaines de dingue et surtout, les gens arrivent à prendre ne serait-ce que ce qui leur convient bien dans mon discours. Je sais pas si je suis clair, Et, Alexandre, mais si, mais du coup, je m'interroge parce que ce que je me demande, c'est, alors, vous, votre volonté, c'était de partager votre message finalement à un plus grand nombre, et ouais, votre stratégie, ça a été avec le contenu, ce qui est tout à fait logique, mais vous avez quand même, donc vous l'avez dit un peu plus tôt, vous continuez d'être kiné, si je puis dire, ouais, un kiné normal et un ouais. enseignant normal pour garder ce contact. Est-ce que ce serait pas l'idée de mettre 100% sur les conférences et 100% sur le contenu, par exemple? Non, non, parce que déjà, j'aime mon travail de kiné, mais Mhm. vraiment, c'est-à-dire que être au cabinet, travailler avec mes mains, bosser avec mes patients, me marrer avec eux, pleurer avec eux, vivre, ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis, d'autre part, je vais être aussi franc avec vous, j'ai été trop souvent l'étudiant de prof qui n'était plus en contact avec le Ouais, réel. Et d'accord. depuis longtemps, quoi. Et ça pue du cul, en fait. Et j'aimerais pas être ce mec-là qui raconte son cas clinique de ce qu'il a vu il y a 20 ans. Moi, c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier et je pense que ça se sent dans ma voix lors de mes conférences, c'est que quand je parle d'un patient, c'est un patient que j'ai vu la veille ou au plus tard que j'ai vu il y a 3 jours et il est concret dans ma tête. Et il est réel. Et parce qu'il est réel, bah, en fait, quand je parle aux gens, les gens, ils savent bien que je parle de la réalité et pas d'une réalité d'un papier ou d'un cas clinique qui n'a rien à voir avec la réalité, en fait. D'accord. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que je pense que ce cas où on est confronté à un enseignant peut-être un peu loin des réalités, on l'a tous vécu et des fois on le déplore, mais Ah, ça se voit vite, hein. ça se voit vite. Mais Ça après se voit vite, hein. il y a l'école, on va dire l'école académique et l'école pratique. Donc vous réussissez aujourd'hui à peser les deux, et je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Après, je pense qu'il y a aussi des choix ou des choix de vie, hein, tout simplement, qui peuvent être compréhensibles aussi, quoi. Bien De sûr, pas. mais ça, c'est quelque chose que j'assume à 100%, le, le côté très humain de ma démarche. Mhm. Parce que, parce que je pense qu'on est dans une période où on commence à avoir un peu ras le cul des protocoles, de c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'il faudra faire, et puis c'est comme ça qu'on nous a donné l'information et c'est comme ça qu'il faut le faire. Je pense que c'est difficile de s'identifier, d'avancer et de construire là-dessus. Quand on rajoute un peu d'humanité, ça change un peu le discours et bizarrement, bah, ça débloque certains verrous chez d'autres personnes. Alors ça en crée aussi chez d'autres, hein, Mhm. mais, euh, mais moi j'aime bien et je trouve que ça fait écho à plus de gens que ce que je pensais quand je m'exprime en tant qu'humain. Ouais, bah, je pense aussi que la sincérité, c'est beaucoup pour moi en tout cas, ce qui démarque les personnes que je vais suivre de celles qui vont m'intéresser sur une demi-vidéo, quoi. Et ben Mm. justement, vous parlez de toujours être au contact des gens, et moi ce qui m'intéresse, enfin ça introduit mon autre question sur les nouvelles choses qui continuent d'arriver dans votre domaine. Je sais que ça continue voilà, des nouveaux protocoles et nouvelles choses qui continuent d'arriver. Comment vous arrivez à vous maintenir voilà, à la pointe, si je puis dire, et toujours avoir un œil sur ce qui se passe et ce qui se développe dans le domaine de la kinésithérapie? Bah là, j'ai en fait énormément de chance puisque en tant qu'enseignant au sein de l'ITMP, donc l'Institut de thérapie manuelle et de physiothérapie, on est nous sommes une équipe de 30 personnes. Et dans cette équipe de 30 personnes, il y a 2 personnes qui sont dédiées à la lecture d'articles. D'accord. Et donc, en fait, comme ils lisent l'article, c'est eux qui nous font le cours théorique et qui le remettent à jour annuellement. Donc, en fait, moi,
tout ce que j'ai à faire, entre guillemets, c'est réapprendre le cours chaque année et réévaluer, et réajuster mon discours en fonction des nouvelles données. Et ce que j'ai mis du temps à comprendre et à admettre, c'est qu'en fait, c'est tout un métier de lire des articles, parce que quand on regarde ce que c'est une étude scientifique, en fait, on ne parle pas d'une étude scientifique, mais des informations issues des études scientifiques. Et pour faire simple, moi, j'imagine ça comme des pièces d'un puzzle. Vous pouvez avoir une pièce d'un puzzle, en aucun cas, ça représente le puzzle. Plus vous accumulez des pièces, plus vous pouvez commencer à comprendre à quoi ressemble votre puzzle. Si on prend la prévention, c'est un puzzle qui est extrêmement, extrêmement large, avec des enjeux qui sont absolument énormes et encore plus en cette période de télétravail qui rebascule en fait toutes les pièces du puzzle. Et bien en fait, l'avantage que j'ai, c'est que moi, enfin pas moi, mais les 30 personnes issues de l'ITMP, on a 2 personnes qui sont là et qui regardent chacune des pièces du puzzle et qui construisent un puzzle. Et moi, finalement, tout ce que j'ai à faire, c'est à décrire les pièces du puzzle que j'ai sous les yeux. Et forcément, ça donne un contenu qui est forcément nuancé. Donc, il y a des choix à faire. Et c'est cette démarche scientifique qui me plaît. D'accord. Donc, ce serait de vous mentir de vous dire que c'est moi qui fais tout ce travail-là. C'est pas vrai. Non, mais vous arrivez avec votre organisation, mais d'avoir une veille qui vous permet d'être toujours au courant de ce qui se développe et après si je puis dire, de le mâcher pour en sortir après ce qui. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je fais un résumé d'un résumé. D'accord. Ok, très bien. Et parce que c'est vrai que vous produisez beaucoup de contenu, ça, je pense que ça, c'est votre marque de fabrique et ça, de nos jours, c'est tout à fait. C'est logique. Enfin, je sais pas si c'est logique, mais je veux dire, c'est nécessaire. C'est nécessaire, voilà. C'est peut-être plus dans ce sens-là pour exister, on va dire, sur les réseaux ou autre chose. Mais je pense quand même que vous arrivez quand même à faire quelque chose de qualité à chaque fois et fouiller. Et c'est quand même compliqué. Et en plus de ça, on pourrait se dire que vous pourriez arriver à faire le tour assez vite. Et c'est pas le cas. Et moi, ça m'interroge parce que des fois, je me demande si je suis pas trop redondant dans mes questions, dans mes invités ou autres. Je me demande comment vous faites, vous, pour essayer cette partie créative, de réussir à la maintenir au plus haut. Très honnêtement, en fait, je me pose pas toutes ces questions-là. D'accord. En fait, comme je m'inspire vraiment de la vraie vie, chaque jour est différent et chaque visage est différent et chaque situation est différente. Et en fait, typiquement sur Instagram, j'improvise 100% de mon contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mon contenu qui est écrit. Et la plupart du temps, c'est que je vais penser à un patient. Et si par exemple, là, Alexandre, avant de se parler, on a discuté un peu. Du coup, j'ai pu voir votre visage. On a à peu près le même âge. Du fait qu'on est à peu près le même âge, je peux deviner un peu quelles sont vos envies, vos craintes. Vous m'aviez l'air plutôt athlétique. Donc, du coup, je vais commencer à aller chercher dans toute la bibliothèque de mes patients qui ont à peu près le même âge que moi, qui sont à peu près athlétiques, quelles sont les problématiques. Et bam, je vais pouvoir vous dire, OK, typiquement, Alexandre, je sais que si je lui fais du contenu sur une routine matinale ou sur une routine de coucher, ça va lui faire du bien. Que je lui fasse un petit topo sur savoir quand s'étirer, comment s'étirer, ça peut lui faire du bien. Tiens, s'il est plutôt athlétique, qu'est-ce qu'il va préférer? Est-ce qu'il va plutôt préférer le fitness, la course à pied ou les sports collectifs? Et en fonction entre guillemets, du visage que je vais vous donner au sens très très large, et je vais le croiser avec la bibliothèque de tous mes patients que j'ai vus ces 10 dernières années, je sais un peu quels sont les conseils qui pourraient faire mouche. D'accord. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai une sorte d'idée infinie, c'est que moi, ça me fait penser à une bibliothèque mentale où vous allez, on va dire, section, comme vous avez un peu catégorisé, section par section, essayer de trouver un morphotype et après. Ah ouais, d'accord. Wow. C'est ça. En fait, une vie, je cherche une vie à un moment de vie et quelles sont ses problématiques. Et en fait, moi, je pars toujours de la problématique des gens. D'accord. Si je partais sur, je vais vous expliquer ce que c'est un tendon, ça emmerde tout le monde. Par contre, si je vous explique, vous avez une tendinite quand vous jouez au basket? Ah! Et en fait, c'est comme ça que je construis mon truc. Ok, c'est très intéressant. Honnêtement, là, non, c'est vrai, j'avais jamais pensé de cette manière-là, pardon, comment vous l'avez articulé. Et c'est vrai que c'est très très intéressant. Et justement, ça devient infini. Justement, ça vous permet d'avoir quelque chose d'infini et de le tirer autant que de rencontres que vous pourrez faire, quoi, finalement. Donc ça, c'est vrai que c'est. Exactement. Et en parlant de problématiques, il y avait quelque chose en préparation, on en avait discuté sur la place du kiné en entreprise.
Et dans le Ouais. sens où, traditionnellement, le kiné qu'on connaît, et j'espère que ma femme n'écoutera pas ça, le kiné, on l'écoute que après l'accident ou après la blessure. Et du Mm. coup, c'est un podcast qui est basé sur la prévention. Et, et je me demandais comment est-ce qu'on peut placer le kiné voilà, en acteur de la prévention et pas seulement quelqu'un qui arrive après pour rééduquer. C'est une super bonne question. Vous avez 2 heures, Alexandre, ou pas? C'est plutôt à vous qu'on demandait ça, je crois. C'est difficile. C'est difficile comme question parce qu'en fait, ça soulève plein de choses. La première, c'est la culture franco-française de la prévention. La prévention, souvent, l'adage mieux vaut prévenir que guérir, on l'aime bien, mais en France, on préfère quand même guérir et pas se faire chier à prévenir. Mhm. Donc, au-delà de la place du kiné, c'est la question de la prévention, numéro 1. Maintenant, la question de la prévention, elle sous-tend la prévention, c'est bien, la prévention sexy, c'est mieux. Et je pense que c'est le problème numéro 1 de la prévention, c'est qu'on n'arrive pas à la rendre sexy. Et le problème numéro 3 devient la place du kiné, c'est que le kiné, il sait être sexy, mais pas sur la prévention. Sur la prévention, il va vite être chiant, il va vite être autoritaire, il va vite être faites ceci, faites pas cela, pourquoi vous faites ça, c'est mal de faire ceci. Et en fait, les gens n'ont pas envie qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Il y a trop de biais cognitifs quand vous êtes déjà bien dans vos habitudes et vous n'avez pas trop de problèmes pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous dire de manière très autoritaire, ah, bah là, excusez-moi, mais vous allez avoir mal au dos si jamais votre chaise, elle est installée comme ça, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. On le met dans un coin de sa tête, on se dit, oh, Mhm. il me gonfle. Donc, j'ai pas une vraie réponse à votre question, Alexandre, pour être très franc, mais je vais vous donner ma réponse. C'est qu'en fait, au lieu de parler de prévention, moi, je vais directement parler de quels sont les problèmes que vous avez aujourd'hui. Et je vais avoir une réponse tellement individualisée qu'elle va devenir sexy. D'accord. Et une fois que je vais partir des problèmes de la personne, je vais pouvoir arriver sur ma base de messages de prévention. Et les messages de prévention, très simplement, hein, bougez, faites du sport, méditez, bouffez correctement et entendez-vous bien avec vos collègues. Voilà, ça, scientifiquement, on sait que ça marche à tous les coups. Et le seul problème, c'est que c'est tellement pas sexy et que ça demande tellement un remaniement profond de notre manière de vivre qu'on a plus l'impression que c'est peine perdue et on finit par faire culpabiliser les gens. Donc, je parle de la problématique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pose problème? Ah, bah, j'ai remarqué qu'après le déjeuner, je pique un peu du nez. Ah, Mhm. bah, j'ai remarqué qu'à la fin de la journée, j'ai un peu des tensions au niveau des cervicales. Ah, bah, j'ai remarqué que j'arrive pas du tout à faire du sport parce que j'arrive pas à être motivé. Ah. Et donc, en partant des problèmes des gens, bah, je peux revenir à ma prévention. Eh ben alors, je vais vous prendre au mot et du coup, je vais vous demander, je vais vous exposer mon problème. Ouais. Euh, En ce moment, enfin, en temps normal, je suis dans un travail de bureau, comme on peut dire, et j'ai le temps, entre midi et deux, de faire une petite pause, enfin une pause sportive, mais Mm. c'est déjà toute l'activité que je peux faire parce que sinon, je suis quasiment tout le temps au bureau, sinon je vais d'une réunion à l'autre, mais voilà, toujours en position assise. Et Mm. maintenant, c'est encore pire parce que je suis en télétravail depuis presque mars, et du Mm. coup, ces pauses-là, je me les prends encore moins, et du coup, c'est littéralement la sédentarité qui s'est installée. Mm. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi du coup? Pourquoi est-ce que vous les prenez moins, ces pauses? Bah, j'ai plus les installations, tout simplement. Donc, ce qui vous manque, votre sport, j'imagine, si vous avez besoin d'installation, c'était plutôt de la muscu? Ouais, tout à fait. Ouais ou ouais? Bah alors du crossfit, des activités comme ça, un peu de course, mais beaucoup de muscu, ouais. Ok, donc principalement muscu. Donc Mhm. là, vous êtes chez vous et vous avez plus les installations. Et parce que vous avez plus les installations, bah, vous êtes plus tellement motivé ou vous Mhm. n'arrivez pas à faire vos séances qui vous plaisent, c'est ça? Et quelque chose de majeur aussi, je suis tout seul. Je pense que ça joue beaucoup. Alors D'accord. qu'avant, je retrouvais des gens aussi. Ok. Donc finalement, à partir de votre pourquoi, on peut deviner plusieurs pistes. Un, vous avez un besoin social de votre pratique de sport. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va créer un groupe WhatsApp avec les copains avec lesquels on avait l'habitude de s'entraîner et on va l'appeler le 12-14 où entre 12h et 14h, on partage nos séances. Number one. On peut commencer à se tirer la bourre, on peut faire les vidéos en même temps en WhatsApp, on peut s'envoyer des WhatsApp entre nos pauses et nos séries. Ça, c'est pour le lien social. C'est difficile, mais je pense qu'en cette période, faute de grive, on mange du cerf. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais au moins, on va essayer de maintenir le lien social. Moi, je suis comme vous, hein. Mhm. Moi, faire du sport tout seul, j'y arrive pas. J'ai besoin des autres pour me motiver. Deuxième chose, le matos. Bon,
Avantages, désavantages, quand on est chez soi, il suffit de relativement peu de matos pour se remettre des séances un peu intéressantes. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre si on est sur du crossfit ou de la muscu? Je pense que soit avec 2, voire 4 haltères ou 2 kettlebell, on peut réussir à se faire des séances correctes. Le truc un peu chiant, c'est que ça va venir dire repartir sur des fondamentaux, à savoir, je vais faire du squat, je vais faire du kettlebell swing, je vais faire du burpees, je vais faire du poids de corps. Et ça veut dire un peu réapprendre à s'entraîner dans d'autres conditions. Et d'où l'intérêt d'avoir finalement un lien social avec les copains, parce que ça veut dire qu'un tel, il va voir un entraînement, je dis n'importe quoi, de Rick Flag, un autre qui va voir un entraînement de Thibaut InShape, un autre qui va voir un entraînement Major Mouvement. Et puis, vous pouvez dire, voilà, le lundi, c'est toi qui proposes un entraînement, le mercredi, c'est toi qui proposes un entraînement. Et puis, tous ensemble, on se motive. Donc, finalement, de votre réponse, je dirais, qu'est-ce qui vous motive à vous entraîner ou faire du sport? Comment est-ce qu'on peut l'adapter en cette période? Est-ce que la réponse que je vous propose, elle vous plaît? Auquel cas, vous me dites, oh, Greg, ok, Greg, je me vois bien me projeter là-dessus. Ou très honnêtement, Greg, quand vous me proposez ça, ça me fait pas bander et j'irai pas. Bon, on va chercher autre chose. Ok. Du coup, ma réponse, est-ce qu'elle vous convient, Alexandre, ou bof? Ben ouais, mais alors, je pensais pas que vous le trouveriez aussi rapidement le côté social, mais c'est vrai que c'est. C'est vous qui me l'avez dit. Oui, non, mais dans le sens, la réponse, elle me va très bien parce qu'effectivement, comment dire, il ne tient qu'un mois de créer un groupe WhatsApp et de trouver des amis qui seraient chauds pour le faire et puis ce serait parti, quoi. Et en fait, et je pense que c'est ce petit truc qui manque et qui en plus pourrait être bénéfique, mais pas que pour moi, que pour mes amis aussi. Exactement. Et en fait, le côté social, mais je pense que ça, c'est pas lié juste à l'activité physique, mais de cette crise, il est bien plus majeur presque que ce on ne perçoit aujourd'hui. Et quand on sortira de cette crise, on se rendra compte à quel point le lien est important, même si on s'en rend bien compte aujourd'hui. Mais et c'est vrai que ça me. Là, je suis partant pour créer ce petit groupe et effectivement proposer des entraînements chacun à son tour. Je pense que ça peut bien fonctionner. Exactement. Et très bien. Alors, sur une partie un peu plus liée à d'autres activités que les miennes, mais plus sur des choses qui sont liées à l'activité physique dans son travail. Moi, je me suis toujours demandé, mais ça, c'est plus une question naïve, sur le juste milieu qu'il y a entre le fait de faire des activités répétitives et le fait de ne rien faire, en fait. Parce que forcément, le mouvement, c'est indispensable, mais pour autant, trop de mouvements créent des TMS. Alors, comment vous conseilleriez quelqu'un, enfin, ou une activité qui serait liée à des gestes répétitifs, tout simplement? Alors, quand je viens en entreprise, ce que je demande avant, c'est de connaître les postes. Et parfois, quand c'est nécessaire, je fais 2 conférences. Parce qu'en fait, la question que vous me posez, elle inclut déjà la réponse. C'est que les problématiques ne sont pas les mêmes. Si les problématiques ne sont pas les mêmes, les réponses ne seront pas les mêmes. Et en fait, c'est vrai que quelqu'un qui ne bouge pas du tout, en fait, lui, il est trop assis. Quelqu'un qui bouge trop et qui fait trop de fois le même mouvement, il fait trop de fois le même mouvement. Donc, il y en a un qui bouge pas assez et l'autre qui bouge trop. Ce que le corps a besoin, c'est d'équilibre. Donc, à celui qui bouge pas assez, il risque de développer des pathologies cardiovasculaires, des problèmes de dos liés à la sédentarité, des problèmes de dépression. Et celui qui bouge trop, il risque de développer des TMS liés au fait qu'il fasse trop souvent de fois les mêmes mouvements. Et donc, en fait, encore une fois, ma question, elle est toujours de l'individualisation du conseil, dans le sens où, si je veux apporter des solutions aux gens, il faut que je leur apporte des solutions qui leur conviennent et qui leur parlent. Et c'est en ça que je pense peut-être parfois être un peu à contre-courant de ce qui se fait. C'est que j'essaie toujours de trouver la solution qui va correspondre à la personne qui me parle. Et après, quand on divise les populations en plusieurs groupes, et ça revient un peu à la bibliothèque dont je vous ai parlé quand je vous ai parlé de votre cas tout à l'heure, finalement, à individu quasi égal, à poste quasi égal, parfois on peut proposer les mêmes solutions et les mêmes sous-catégories qui peuvent être parfois liées à l'âge, mais parfois liées au caractère, liées à la taille, liées au poids, liées aux antécédents sportifs. Et c'est là où ça devient passionnant en fait. C'est qu'on a une grande trame de connaissances. Bon, si jamais vous ne faites pas assez, faites plus. Si jamais vous faites trop, faites moins. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va affiner cette réponse? Ok. Ouais. Ça, c'est pas mal intéressant aussi. Ça revient. Ça, c'est assez proche d'un métier de préventeur sur le fait d'analyser l'activité et d'essayer de coller justement aux besoins, je veux dire, à l'intervenant, tout simplement.
Et c'est vrai Exactement. que là, on s'y retrouve pas mal en termes, voilà, des termes d'ergonomie, quoi. Exactement. Très bien. Alors, deux petites questions avant de passer à notre partie, peut-être plus personnelles, sur si vous pouviez nous partager ce que vous avez appris depuis que vous entreprenez dans Major Mouvement. D'arrêter de me juger à chaque fois que je me plante. Je me plante tous les jours et juste de ne pas me juger à chaque fois que je me plante, d'apprendre de mes erreurs. Ok. Jamais un échec, toujours une leçon. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un Ouais, peu ça. Et puis, en particulier sur les réseaux sociaux qui nous montrent un monde sans erreur et un monde de perfection. Bon Dieu, que c'est chiant. Ah non, ça me casse les rouleaux. Non, non. Et du coup, une autre question, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce que vous faites aujourd'hui? Ah, très honnêtement, voir quand je touche les gens au sens, au sens, au sens émotionnel du terme. Ouais, quand je vois que, exactement comme ce qui s'est passé entre vous et moi tout à l'heure, Alexandre, je vous écoute Mhm. et je mets le doigt sur votre discours là où on peut trouver une solution ensemble. Je crois que c'est ça, ce que j'aime Ok. le plus. Parce que c'est ce petit moment magique où vous et moi, on se retrouve sur la même longueur d'onde, on se dit, ah putain, ça y est, on s'est compris l'un l'autre. Et ça, en fait, ça va bien au-delà de mon métier. Et dans toutes les relations humaines, je trouve que c'est ce qu'il y a de magique. Ok, très beau, c'est un très beau message. Je partage tout à fait en plus. Ensuite, sur la partie outils et références, est-ce que vous avez du coup des ressources plutôt liées à des livres, des sites, des podcasts que vous pourriez nous recommander en prévention des risques? Voilà, je sèche un peu. Je dirais, franchement, sur la prévention des risques, c'est bête, mais je pense que quasiment tout ce qui se fait du milieu de la préparation physique, ça peut être hyper intéressant, notamment sur la remise en charge progressive. Après, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des ergonomes et avec des psychologues du travail. Bon Dieu, que c'est passionnant ce qu'ils ont à nous apporter. Mhm. Et vous savez, justement, typiquement, je trouve que c'est des gens à qui on devrait donner beaucoup plus la parole parce qu'ils ont une connaissance et une capacité de compréhension du monde du travail que je trouve absolument passionnante. Je peux faire une petite digression. Oui, bien sûr. Le problème qu'on a, nous, en tant que kiné, c'est que principalement, moi, les gens que je vois, ce sont des gens qui viennent me voir au cabinet et qui me parlent de leur vie de travail. OK. Et pour moi, je vais être très franc, hein. Travailler dans un bureau, du moment que tu es dans un bureau et que tu as un boulot, quasiment tous les boulots se valent. Et c'est depuis que je fais des conférences en entreprise que je peux voir que la notion de culture de l'entreprise, c'est un vrai mot, quoi. C'est-à-dire que dans les boîtes, les gens ne sont pas les mêmes. Ils ne parlent pas de la même manière. Ils ne communiquent pas de la même manière. Ils ne vivent pas de la même manière. Et je compare ça à des pays. Je pensais qu'en France, globalement, on était tous un petit peu les mêmes. Mais en fait, si vous regardez un Breton, un Marseillais et un Lillois, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes liens, c'est pas les mêmes codes sociaux. Et dans les entreprises, c'est pareil. Si vous prenez quelqu'un issu d'une grosse boîte, d'une petite boîte ou d'un truc européen, ou même dans des secteurs, pardon, même dans des secteurs d'activité égaux, en fonction de la culture de la boîte, c'est pas la même chose. Et je trouve que la grosse force des ergonomes et des psychologues du travail. Alors, je dis ça avec peut-être qu'il y a d'autres spécialités, peut-être d'autres métiers, hein, et je suis désolé si jamais je les oublie, mais cette compréhension des codes de l'entreprise, pour moi, je trouve ça fascinant. Mhm. Fascinant. Alors, je vous rejoins complètement. Il y a déjà deux psychologues du travail qui sont venus dans le podcast et je pense que c'est le bon mot, c'est la compréhension de la culture qui est assez Ah ouais. impressionnante parce que surtout quand on est externe, parce qu'il faut se dire qu'en deux, trois semaines, peut-être 2, 3 mois, si on a vraiment le temps, de saisir vraiment cette culture, les codes, comment ça fonctionne, c'est assez compliqué en fait parce que c'est pas quelque chose d'évident de diagnostiquer comment ça fonctionne parce qu'il y a un Exactement. organigramme mais Exactement. après il y a Exactement. comment ça fonctionne vraiment quoi. Ouais, mais Exactement. Et vous avez dit le beau mot, c'est diagnostiquer. Et en fait, moi, je fais le parallèle direct où je suis capable de faire un diagnostic d'une personne qui viendrait, et ça prend une demi-heure, 1 heure. Mais en fait, j'avais discuté avec une de mes collègues qui est ergonome et psychologue du travail, donc elle avait la Mhm. double casquette, et elle avait dit ce mot-là, diagnostic. Et elle avait évoqué la même chose que vous, Alexandre, c'est que parfois, ça prend des semaines pour comprendre exactement ce qui ne va pas dans la répartition des tâches, dans le dialogue, dans les conditions de stress, bref, dans tout un tas de facteurs
que je trouvais passionnant à écouter parce qu'elle mettait le doigt sur tellement de choses que mes patients ont du mal à exprimer. Bref. Et surtout, elle se heurtait régulièrement à l'organigramme. Un peu comme moi avec un patient, je dis écoutez, j'ai identifié votre problème, j'ai identifié ce qu'il faut pour l'améliorer. Maintenant, ça va être à vous de prendre les clés du camion et de vous améliorer. Et ben là, elle me disait Grégoire, on a identifié le problème pendant 2 à 3 semaines, on va voir la direction et on dit voilà, c'est ça qu'il faut changer. Et parfois la direction qui dit non, vous nous cassez les pieds, c'est trop compliqué, on n'a pas les moyens. Et je trouve ça génial en fait de transposer à l'individu, enfin, de transporter quasiment le même raisonnement d'un individu pour le mettre à l'échelle d'une entreprise. Et je trouve ça fascinant. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je trouve ça passionnant. Ouais, On change mais c'est d'échelle et vrai je trouve que ça génial. ouais. Bah écoutez, peut-être pour une autre un autre ouvrage, je sais pas si ça vous intéressera, mais c'est vrai que c'est passionnant. Non, mais du coup, pour répondre à la question des ressources, vous m'enverrez les liens avec les collègues qui sont intervenus, puis je vais les écouter, Alexandre. Avec grand plaisir, honnêtement. Et ensuite, alors, est-ce que vous avez une innovation qui vous a intéressé récemment et que vous voudriez nous partager? Vous m'avez donné un peu, quand on avait bossé le truc, Alexandre, je vais être très franc. Vous m'avez dit, Grégoire, parlez-nous de tous ces objets miracles qui sortent. J'ai fait une vidéo, je vais raconter aux gens, ça peut les intéresser. J'ai fait une vidéo, je porte plainte et c'est marrant. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que régulièrement, sur les réseaux sociaux, je vois passer, mais vraiment, des dispositifs pseudo-médicaux de merde qui n'ont aucune valeur scientifique, où ils ont dépensé tout le budget sur du marketing. Donc, vous imaginez un peu tous les trucs que vous voyez en permanence qui n'ont aucune valeur. En plus de ça, le problème, c'est que souvent, c'est du dropshipping. Donc, c'est-à-dire qu'ils achètent ça à 3 balles sur des sites comme Wish ou AliExpress et ils font passer par des influenceurs qui les vendent à 30 ou 50 balles et ils font passer ça avec des codes promo. Donc, c'est quand même une double arnaque, aussi bien sur le modèle de vente que sur la qualité réelle du produit. Et il y a des cons qui ont décidé d'utiliser une de mes images pour promouvoir leur produit. C'était un produit, que je vous dise pas de bêtises, c'était pourquoi? Pour détendre les cervicales, quoi. Vraiment un truc de merde. Et ils ont utilisé une de mes images. Donc moi, je me suis empressé de faire une vidéo YouTube pour dire que je portais plainte. Et ma vidéo a fait, en l'espace de 4 jours, 300 000 vues. Elle est passée dans les tendances de YouTube. Et en gros, pour une marque, il n'y a rien de pire que d'avoir je vais mettre un créateur de contenu qui vous dézingue publiquement. Et donc, c'est devenu un peu un cheval de bataille pour moi de me dire, aujourd'hui que j'ai une audience qui est forte, je peux faire 10 à 20 fois, à 100 fois plus fort que en termes d'audience, que ces produits de merde. Et du coup, je leur coupe l'herbe sous le pied. Et du coup, je crois que toutes les innovations que je vois passer aujourd'hui, je suis extrêmement critique. Pourquoi? Parce que mon discours, il sera toujours celui qui se base sur ce que nous disent les études scientifiques. Et le problème majeur qu'il y a, c'est que entre le marketing et les études scientifiques, le marketing, ça prend 3 mois à pondre. Une étude scientifique, ça prend au minimum 3 ans. Et donc, en fait, en réalité, on aura toujours un temps de retard sur prouver qu'un produit marche. Malheureusement, pour la commercialisation et le temps que les gens l'achètent et se rendent compte que ça marche pas, il y aura toujours un temps de retard. Et ce temps de retard-là, moi, il me fait chier parce que c'est autant de gens où les gens vont dépenser de l'argent et de l'énergie, alors que parfois des choses bien plus simples et beaucoup moins chères fonctionnent. Ouais, du coup, je mettrai le lien vers la vidéo. Effectivement, c'est ça que c'est assez. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais je trouve que c'est aussi très intéressant et ça permet de révéler aussi des choses où on peut se faire attraper, au détour d'une application assez rapidement. Très bien, on va passer à la dernière partie sur l'avenir de la prévention. Et comment est-ce que vous voyez, vous, Grégoire, évoluer votre métier dans 10 ans? C'est une bonne question. Allez, je vais donner une version la plus optimiste. Je pense que le kiné, dans 10 ans, il se basera essentiellement sur 3 choses. Sur la littérature scientifique et sur sa capacité à lire les études scientifiques, mais aussi à être capable de s'en extraire pour pouvoir se concentrer aussi sur son expérience et sur le patient. Et c'est ce qu'on appelle la triade de l'EBP, l'Evidence-Based Practice, la pratique basée sur les preuves scientifiques, qui comprend que ces 3 modèles doivent s'inclure quasiment en permanence dans notre pratique, à savoir
je lis les études scientifiques, je comprends ce qu'elles me disent, je comprends que je peux en tirer des grandes lignes, mais en aucun cas, elles ne se suffisent à elles-mêmes et que parfois, il y a des patients qui passent dans les trous de la raquette, que parfois, je vais avoir besoin de me reposer sur des trucs qui sont pas forcément prouvés, mais qui fonctionnent et d'être capable de jouer sur ces 3 tableaux-là pour avoir une forme de liberté, mais qui soit une liberté dans un cadre de bonne pratique. Et moi, c'est ce que je souhaite pour la kiné de demain, c'est ce que je souhaite pour mon métier de demain, qu'on arrête de sortir des électrodes, des massages et des ultrasons pour n'importe quelle pathologie sans poser des questions aux gens et de comprendre que quand on écoute les gens, quand on essaie de comprendre vraiment leurs problématiques avec des choses simples, on peut leur apporter des vraies solutions. Voilà. Ok. Donc, basé sur les preuves. Ok, très bien. Et une dernière question, alors que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au jeune Grégoire qui débutait ? T'inquiète pas, si tu as l'air d'un con, dans quelques années, les gens se rendront compte que tu n'étais peut-être pas si con que ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Grégoire. Avec plaisir, Alexandre. C'est une très bonne façon de conclure tout ça. Est-ce que, voilà, pour terminer, vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver, voilà, sur les réseaux. Du coup, sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, LinkedIn, Major Mouvement, et mon livre 10 clés pour un corps en bonne santé, où je partage évidemment des conseils sur le mal de dos, sur les idées autour de la posture, sur la douleur, avec un programme de 8 semaines de renforcement musculaire à faire à la maison sans matériel. Alexandre, celui-là, il est pour vous. Et puis un peu toute ma philosophie, qui n'est certes qu'une philosophie, mais qui peut parfois un peu aider les gens qui peuvent se sentir un peu égarés, un peu perdus, qui ne savent pas trop comment le corps fonctionne. Et voilà. Très bien. Mais je vous dis merci beaucoup, Grégoire, d'être venu dans le podcast et je vous dis, j'espère à bientôt. À bientôt, Alexandre. Au revoir à tous. Merci. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!